Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Accident aux premières loges. Si le Hill Wolf était la demeure des prolétaires de Walnut Grave et des voyageurs de passage, le Château Neuf accueillait une clientèle bien plus fortunée. Sa façade, qui avait beaucoup souffert des combats de décembre, avait tout récemment été rénovée. Les impacts de balles avaient laissé place aux vitres toutes neuves d'un restaurant qui prospérait depuis que le syndicat du crime avait été destitué. On y mangeait bien, disaient les citadins. La carte mêlait le charme gastronomique du Tennessee et le romantisme culinaire européen. L'ancien criminel William Stone en avait fait sa principale source de revenus. Pendant 10 ans, il l'avait utilisé comme miroir pour dilapider en toute discrétion ses larcins obtenus par le biais des commissions du syndicat. Après l'arrestation de l'aristocrate de Louisiane, le Château Neuf avait été racheté par un entrepreneur du Missouri réputé pour son talent derrière des fourneaux. La purge de janvier avait beau avoir entraîné la ruine de nombreux commerces, le Château Neuf, le restaurant le plus prestigieux de la ville, poursuivit son ascension. Et en ce début de juin 1913, Harry Fox pénétrait pour la première fois dans ce palais empli de mets raffinés et de parfums ensorcelants. D'ordinaire, son salaire d'inspecteur lui interdisait de profiter d'un tel plaisir. Aussi, sa joie aurait, en d'autres circonstances, été immense de découvrir ce lieu de richesse. Mais, en cette matinée suffocante, c'était pour raison criminelle que le jeune inspecteur avait été appelé à rejoindre le restaurant. Quand il arriva au Château Neuf, les pompiers étaient encore occupés à asperger la devanture qui était complètement noire. Des cendres virevoltaient dans toute la rue. Alors que ses yeux rougissaient, Harry sentit sa gorge le brûler quand ses narines aspirèrent les relents de fumée qui s'échappaient du restaurant. L'explosion s'était produite aux alentours de 6 heures du matin. Elle avait fait trembler toute la rue et tous les quartiers en périphérie. L'intérieur du restaurant, lui aussi, était entièrement noirci. Des bouts de bois rougissaient encore à certains endroits. Malgré le dur travail des pompiers, la salle demeurait incandescente. Il y empestait un mélange de divers éléments calcinés, y compris de la chair humaine. Et même s'il eût été plus prudent de rester dehors, de nombreux policiers avaient bravé les dangers d'effondrement pour comprendre le désordre qui avait été provoqué. Harry retrouva Martin Bester en compagnie de Robin et de David Schwartz. À leur côté, William Stone était déjà occupé à tenir la conversation. Non, mais c'est une vengeance, ni plus ni moins. Quand il a su que j'avais envoyé ses camarades au trou, il a rien trouvé de mieux pour me blesser que de détruire ce restaurant. Même si j'en suis plus le propriétaire, je suis quand même celui qui l'a bâti. Cela devait sûrement être la première étape de son plan pour me punir. Qui ça ? Lui. Martin pointa du doigt ce qui avait dû être un homme bien vivant avant l'explosion. Étalé sur le sol, méconnaissable à cause des brûlures qu'il avait défigurées en profondeur, un corps humain avait attiré l'attention des policiers. Noirci par l'incendie, le cadavre semblait complet, à l'exception de son bras droit qui était coupé au niveau du coude. Harry se retint de vomir. Alors c'est ça ?
Oswald le Manchot? C'était ça, Oswald le Manchot. En relevant la tête, Harry reconnut Doug Dixon, un agent du district ouest qui avait été nommé quelques jours auparavant pour surveiller William Stone. Ce n'était pas une connaissance amicale pour le jeune inspecteur. Les rares fois où il l'avait croisé, Dixon avait bien pris soin d'indiquer que leur différence d'âge lui donnait une légitimité pour mener les enquêtes. Donc, résumons l'histoire. Le type déboule vers 5h du matin, il charcute le cuistot à coups de couteau, schla, on a retrouvé ses restes dans la cuisine. Puis il commence son petit boulot toujours dans la cuisine. Seulement, pas de chance, boum, ça lui pète au visage. Et du coup, tout le rez-de-chaussée y passe. Notre ami Oswald fait un vol plané sur une dizaine de yards avant de percuter un mur et retombe ici. Et tout ça parce que Monsieur Stone, ici présent, nous a aidé à coffrer ses copains. J'ai oublié quelque chose? Mais pourquoi le cuistot était debout à 5h du mat? Alors, d'après ce qu'on sait, ce type était une figure dans la profession. Toujours dans ses fourneaux. 10 ans d'ancienneté, vainqueur de nombreux prix culinaires. C'était son petit rituel chaque matin de se lever aux aurores. Mais quel dommage, mais quel dommage! Moi qui avais justement prévu de le rencontrer pour racheter son palace. Bon, j'attendrai qu'un autre Gugus paye les réparations. Monsieur Stone, si vous voulez bien m'attendre à la tour de garde, j'aurai encore des questions à vous poser. Mais bien évidemment, c'est toujours un plaisir d'aider la police. Monsieur Dixon, vous m'accompagnez comme d'habitude? Passe devant, je te rattraperai. Fort bien. Et, shérif, j'attends toujours mon revolver que je vous ai demandé de me rendre depuis une semaine. Je te l'ai déjà dit. On a perdu beaucoup de pièces lors de la libération. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ton flingue. Et même si c'était le cas, un ordre du juge Gardner ne suffirait pas pour que je te le rende. Nous verrons. Vous n'oubliez pas, c'est un Colt Single Action Army modèle 1895. Il y a une hache à double tranchant gravée en dorure des deux côtés de la crosse. Je sais. C'est la hache d'Arès, le dieu de la guerre. Un souvenir de la Nouvelle-Orléans. C'est le seul objet que j'avais quand je suis arrivé à Walnut Je Grove. sais. Toutes les personnes dans la salle sursautèrent. Visiblement fier d'avoir sorti Martin Bester de ses gonds, William Stone salua l'assemblée et quitta le restaurant. Alors que les pompiers s'agitaient dans la salle pour s'assurer qu'aucune braise ne pourrait relancer l'incendie, le groupe resta silencieux, autour des restes d'Oswald le Manchot. Harry était bouleversé par cette ultime attaque de la mafia. Comme si un pouvoir divin avait décidé d'en finir avec l'ancienne pègre. David Schwartz se mit à tousser. Il retint des crachats qui forcèrent Robin à l'éloigner pour le soigner. L'inspecteur Fox observa la délicatesse dont le médecin faisait preuve pour apaiser son patient. Après cette fameuse nuit, le chef des Minutemen avait offert son ancienne maison à Schwartz. Une attention assez surprenante pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Harry tourna une nouvelle fois son regard vers ce tas de chair carbonisée qui avait été un des plus puissants chefs de gang de Walnut Grave. Il avait du mal à croire que le Manchot fût réellement responsable de ce carnage. Si Oswald avait cherché une revanche, il aurait d'abord visé des cibles bien plus pertinentes, comme le juge Gardner ou un des Minutemen. À sa place, Harry aurait plutôt pris d'assaut le pénitencier de McKean pour reformer les rangs du syndicat et se lancer à la reconquête de Walnut Grave. Mais faire exploser un restaurant? Cela semblait bien trop puéril pour un homme qui,
il y a quelques mois encore, dirigeait plusieurs tripots, un bordel et récoltait des commissions sur tout le district sud. Ah, pauvre Oswald. Je l'imaginais plus futé que ça. Il est poli quand même. Pile au moment où on coince sa bande, il réapparaît et se laisse gentiment mourir pour nous faciliter le travail. C'est des choses qui arrivent, mon gars. Et c'est comme ça que tout se termine. On a un cadavre sans bras et c'est bon. Le chapitre sur Oswald est clos. Ah, si tous les criminels pouvaient faire pareil. Et la mort d'Alfred Reinman, ça aussi c'est bouclé? Martin, toi-même tu doutais de son suicide. Les trois policiers se dévisagèrent. Harry remarqua l'air de plus en plus exaspéré de ses aînés. Mais le jeune inspecteur était trop perdu dans ses théories pour se taire. Donc, pour résoudre une enquête, il suffit que je coupe un bras à un cadavre et que je le fasse exploser? Petit, arrête, s'il te plaît. Et pourquoi le Château Neuf? Pourquoi pas la tour de garde ou le bureau du shérif plutôt? Et pourquoi il y a... Harry, stop! Tu es déçu de ne pas avoir coffré Oswald, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent, du temps du syndicat, c'était monnaie courante. Mais là, je te le dis, arrête ta psychose. On a un mobile, on a le corps du criminel, fin de l'histoire, on rentre chez nous. Robin émergea dans le dos du shérif, attiré par ses remontrances. Il y a un souci? Rien de grave, juste votre chiot qui se refuse à voir la réalité. La réalité? Qu'est-ce que vous foutiez tous quand Mandrake a incinéré le Cherokee? Et où est-ce que vous étiez quand je ne sais qui a déguisé le meurtre d'Alfred Reinman en suicide? Parce que ça, c'est la réalité. Ça suffit. La parano, ça a assez duré. Cette affaire est close. Oswald est mort. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Tu sais quoi? Prends ta journée, va te balader, va draguer. C'est ce que tu sais faire de mieux. Change-toi les idées. Et demain, je ne veux plus que tu vas nous emmerder avec tes fumisteries. Harry se paralysa d'effroi. Ses yeux étaient au bord des larmes. C'était la première fois qu'il entendait Martin proférer des ordres si menaçants. Le jeune inspecteur était tellement sûr d'avoir mis le doigt sur une nouvelle énigme qu'il se rendit compte à quel point les mystères de Walnut Grave altéraient son jugement. Il voulut réagir, mais Robin l'attrapa par l'épaule. Écoute, Harry, tout ce qui se passe en ce moment dépasse l'entendement. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas reposé? C'est vrai, tu avais raison pour le Cherokee et peut-être pour Reinman également, mais parfois, à force d'enchaîner les succès, on refuse d'accepter les échecs. Et aujourd'hui, les faits sont clairs, inutile de tergiverser. Allez, rentre chez toi. L'inspecteur Fox ferma ses paupières. Il massa ses orbites avec ses doigts qui tremblaient et pria le Tout-Puissant pour qu'il le fasse disparaître de cet enfer. Vaincu par le pacifisme de Robin, Harry quitta le restaurant qui fumait encore. Il vagabonda toute la matinée dans les rues de Walnut Grave. Ses pensées le harcelaient d'interrogations bien trop obscures pour y trouver des réponses nettes. Son cœur palpitant encore face à la colère de Martin, il se dirigea vers le cimetière du district nord et retrouva sa mère. Il resta plusieurs minutes, debout, à contempler la tombe. Le trépas de sa mère, encore un mystère non résolu. Après s'être assuré que personne ne l'épiait, Harry finit par laisser couler des larmes, en silence, et tomba à genoux devant la pierre tombale. Son rôle de justicier était trop lourd à porter. Son esprit avait été témoin de beaucoup trop d'atrocités pour retrouver la paix. Il restait persuadé que cette explosion n'était pas le fait d'Oswald le Manchot. Cette spéculation l'amenait à douter de son propre jugement. Martin et Dixon
avaient connu plus de situations complexes. Ils étaient harassés d'entendre les chimères que le jeune inspecteur inventait au fil des jours. Et aussi, il repensa au visage de Robin, à cette autorité qu'il avait dissimulée dans ses paroles. Perdu dans ses pensées, Harry demeura allongé dans l'herbe, aux côtés de sa mère. L'après-midi fila rapidement. Le jeune inspecteur resta devant la tombe à se rappeler son enfance. Il retrouva finalement le sourire après cette matinée orageuse. Quand le ciel s'obscurcit en début de soirée, il lança un dernier regard nostalgique vers la pierre tombale et redescendit en direction de la ville. L'heure était venue de trouver un nouvel abri pour boire en toute quiétude. Il était tard quand le jeune inspecteur arriva à la tour de garde. Il retrouva Charlène, qui avait déjà commencé à vider une bouteille de vin. Le retournement de veste des clients du Hill Wolf avait laissé un goût amer à l'ego de la trappeuse. Désormais, elle préférait la solitude qu'offrait le bureau de la tour à une heure si tardive. Alors qu'elle remplissait son verre une énième fois, Charlène s'enfonça plus profondément dans le siège qu'occupait Robin lors des réunions. La baie vitrée qui cernait la pièce lui offrait une vue monumentale sur toute la ville. Harry devina les songes qui habitaient la trappeuse. Elle devait repenser aux prairies de l'Ouest, à la chaleur réconfortante des feux de camp qu'elle avait dû façonner tout le long de son voyage. Pendant toute sa vie, Charlène n'avait fait que se dérober à ses contemporains. Elle avait erré de colonie en colonie. Elle avait dû offrir ses services pour survivre quand la solitude ne lui suffisait plus. Mais Walnut Grave était différente. Harry se doutait que par les liens qu'elle avait tissés avec ses camarades, la furie du Montana ne pouvait s'éclipser dans la nuit. Elle ne pouvait pas les abandonner pour satisfaire ses plaisirs personnels alors que de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. Et pourtant, Harry s'en doutait, il suffirait à la trappeuse de sauter à cheval et toute cette histoire serait terminée pour elle. Un bruit de pas résonna derrière la porte du bureau. Sorti de sa rêverie alcoolisée, Harry vit Charlène poser la main à sa ceinture. Sa rencontre avec des adolescents en manque d'action l'avait rendue plus méfiante encore, et plus violente également. Elle laissa cependant échapper un soupir à la fois soulagé et agacé quand apparut le visage timide et angélique de Pauline Finger. Il n'y avait pas d'animosité particulière entre les deux femmes, mais l'inspecteur Fox savait que l'écart gargantuesque qui séparait leurs deux mondes provoquait toujours chez Charlène un sentiment de malaise. Excusez-moi, je pensais pas tomber sur vous deux. Harry se sentait trop seul pour picoler ce soir. Navré pour vous, mais si vous cherchez un compagnon de veillée, je dois être le pire spécimen sur lequel vous pouviez tomber. L'épouse de Robin vint s'asseoir en face de Charlène. Trop embrouillé par l'alcool, Harry se contenta d'assister à la rencontre entre les deux femmes. Pauline demeura silencieuse, les mains sur les cuisses. Elle observa la furie du Montana enchaîner les gorgées de vin. Peu accommodée d'avoir une spectatrice de beuverie, la trappeuse finit par s'exaspérer. Vous savez, en général, pour boire, les gens prennent un verre et se servent. On est chez vous.
Vous n'avez pas à attendre que je vous donne la permission. Je ne bois pas d'alcool. En voyant les yeux agacés de Charlène, l'inspecteur Fox sentit la tempête se rapprocher lentement. Alors, de quoi voulez-vous parler? Pardon, je ne comprends pas. Il y a 4 mois encore, vous me harceliez pour que je rejoigne votre club de bonnes femmes. Alors vous avez forcément des questions. J'ai l'habitude. N'ayez aucune crainte. Oui, j'ai bien tué 12 recrues dans le Montana au cours d'une nuit de pleine lune. Et oui, j'ai envoyé à la morgue un paquet de flics et de chasseurs de primes pendant tout mon trajet jusqu'à Walnut Grave. Est-ce que j'y ai pris du plaisir? Non. Est-ce que je serais prête à le refaire? Oui, sans hésiter. Ce que j'ai fait, c'était pour ma survie. Pauline conserva un air stoïque face aux paroles de Charlène. Harry préféra rester muet, trop intimidé par le regard de la trappeuse qui devenait plus agressif à chaque gorgée de vin. Il n'y a aucune fierté à retirer quand on prend une vie. Des morts, il y en a tous les jours. Regardez ce pauvre Alfred, un type bien. Et du jour au lendemain, il nous a quittés sans explication. Et le chef du Châteauneuf, c'est injuste ce qui est arrivé aujourd'hui. Non. Ce qui m'intrigue, c'est ce que vous avez ressenti quand vous l'avez humilié. L'homme qui vous a fait du mal. La furie du Montana haussa un sourcil. Cette belle brune qui lui faisait face n'était finalement pas aussi candide qu'elle l'aurait cru. Ses yeux marrons exprimaient un chagrin que Charlène ne comprenait pas. Mal à l'aise, Harry s'enfonça encore plus dans son siège. Il n'avait jamais osé interroger la trappeuse sur son passé. Je suis peut-être mariée, mais je ne suis pas stupide. Je me doute que votre histoire n'est pas de votre seul fait. Être une femme soldat, c'est déjà un exploit qui attire l'admiration. Et une certaine jalousie, je le reconnais. Mais au cours de cette nuit qui a fait votre célébrité, quels sentiments vous ont assailli face à cette personne? Un homme, je suppose, responsable de votre tourment? Un court silence envahit la pièce. Charlène n'avait pas envie de relancer ce monologue qu'elle récitait à chaque fois que son passé revenait dans une conversation. Elle voulait simplement boire, apaiser son esprit fatigué de cette histoire qui durait depuis trop longtemps. La trappeuse laissa le vin couler dans sa gorge. L'ivresse intensifia sa colère. Harry prit peur en croisant les yeux rouges de Charlène. Écoute, ma jolie, j'ai pas eu le temps de profiter de ma victoire. Tu crois que c'est aussi simple? J'ai dû assassiner mes propres compagnons d'armes pour m'en sortir cette nuit-là. Tous mes amis, ma ville, même mes parents m'ont renié. Alors non, ne crois pas que j'ai sauté de joie. Parce que dans mes pires moments, ça m'arrive de regretter mon acte. Si j'avais juste fermé ma gueule, jamais je n'aurais connu un tel enfer. Vous n'êtes pas la seule à avoir subi de tels abus. Toutes les femmes de cette ville ont vécu, et certaines vivent encore aujourd'hui, dans la peur, soumises aux pires démons qui règnent dans cette ville. Charlène se raidit. L'alcool la força à lutter pour conserver son équilibre. La fougue de cette femme de bonne éducation la rendait encore plus horripilante à ses yeux. Harry se remémora les récents événements qui avaient secoué le groupe. Le narcissisme de William Stone, la docilité de ses camarades. Puis il repensa à Robin et ses soirées en compagnie de Schwartz. La rumeur qui courait sur la relation entre Martin et son ex-épouse. Et surtout, l'absence toujours injustifiée de Jerry cette fameuse nuit. Toutes ces incohérences lui donnaient mal à la tête, en plus de ce semblant de confession que Pauline venait de proférer. D'un vif coup d'œil, il croisa le regard noir de Charlène. Tu veux savoir ce que j'ai ressenti? Crois-moi, c'est pas compliqué. Un coup de couteau dans la nuit, ou une balle bien placée, et tu comprendras.
C'est un simple geste qui fait toute la différence entre une femme exemplaire et une paria. C'est ainsi que fonctionne le monde civilisé. La loi nous interdit le crime, mais elle nous interdit aussi l'autodéfense. Demande à Robin. Regarde comment sa grande révolution est en train de s'émietter. Et peut-être qu'enfin, tu te comporteras comme une vraie femme, et pas comme un objet de décoration. Charlène essaya de se calmer quand elle vit l'air consterné de Harry. L'inspecteur Fox comprenait les inquiétudes de Pauline, surtout depuis cette fameuse nuit où son mari avait manqué de la quitter pour l'éternité. Cette femme, plus âgée que lui, avait dû subir le joug du syndicat bien plus cruellement. Peut-être même avait-elle des réponses à certaines énigmes. Mais la colère de Charlène avait coupé court au dialogue. La trappeuse devait pourtant se douter que plus tôt la situation serait apaisée et plus tôt elle pourrait enfin dire adieu à Walnut Grave. Son visage écarlate, Pauline se leva lentement et quitta la pièce. Avant de partir, elle lança un dernier regard vers Harry. Charlène se contenta de soupirer et remplit encore une fois son verre. L'inspecteur Fox vit dans les yeux de Pauline une forme de détresse dissimulée. Il regretta de ne pas avoir arrêté Charlène. Une fois la porte refermée, la furie du Montana tourna les yeux vers la baie vitrée. Elle profita du calme. Harry l'observa encore longtemps. Les yeux bleus de Charlène flamboyaient face aux lumières de la ville. Seule la brise venait bouleverser le silence en résonnant contre les vitres. Comment une ville aussi lumineuse pouvait-elle dissimuler autant de maléfices ? En dégustant son vin, Charlène apprécia cette béatitude que seule la nuit pouvait offrir. De son côté, l'inspecteur Fox se sentit invisible devant la trappeuse. En tant que Benjamin des Minutemen, cette impression ne l'avait jamais quitté. À côté de ses camarades, Harry se sentait tout petit. Ignoré par Martin, et maintenant par Charlène qui préférait la compagnie de l'alcool. En vidant son verre, le jeune inspecteur songea au discours de Pauline Finger. Si Robin se refusait à écouter les lamentations de son épouse, quelqu'un d'autre s'en chargerait à sa place. Bref, voilà où on en est. Et Robin laisse couler l'affaire? Tu l'aurais vu? Rien à faire. Comme si tous avaient oublié ce bordel avec la cabale du crâne noir. On retient difficilement les leçons du passé. Voilà pourquoi je voulais te voir. Jerry, tu peux pas m'aider? Moi, jamais ils m'écouteront. Ça peut se faire. J'ai peut-être une idée. J'irai voir Kane. Ça lui plaira pas, mais c'est la seule solution que j'ai. Merci, Jerry. Putain, quel chiant-lit cette histoire! Fais gaffe, petit, tu commences à nous ressembler.